Bien, bonjour à tous et merci de cette belle invitation. Donc, je vous ai quitté hier environ vers 14 heures. Vous étiez un petit peu moins nombreux. Je vois que les choses se passent manifestement bien, comme d'habitude dans ce salon, et c'est un grand plaisir d'être là encore une fois. Alors, le sujet qui nous a été confié est « Ne sous-évaluez pas votre risque infectieux ». Donc, je passe sur mes liens d'intérêt, ceux de mon collègue. Et on va tout d'abord resituer le contexte quand on dit « ne sous-estimez pas votre », c'est-à-dire qui, quel malade, pour quelle maladie. Alors bien sûr, on parle des maladies inflammatoires chroniques, d'une part dans la rhumatologie, d'autre part dans la gastroentérologie. Alors dans la rhumatologie, juste pour resituer, vous savez que les rhumatismes inflammatoires chroniques sont la polyarthrite rhumatoïde dans les formes les plus prévalentes, avec donc ce rhumatisme inflammatoire qui touche essentiellement les articulations, comme on dit, distales, c'est-à-dire les poignets, les doigts, les orteils, les pieds. Et puis, la spondyloarthrite, cette grande famille de rhumatismes au sein de laquelle on met la spondylarthrite ankylosante. Et puis, le rhumatisme psoriasique, qui est ce rhumatisme qui survient chez environ 20 à 30% des patients qui ont un psoriasis par ailleurs. Pour les maladies de l'appareil digestif, donc, pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales, donc il y en a deux entités. La maladie de Crohn qui peut toucher l'ensemble du tube digestif, donc l'intestin grêle notamment, le côlon avec des lésions anopérinéales. On n'entend pas. Attendez. On n'entend pas. Je propose que chacun prenne un micro, éventuellement. Que vous vous passiez le micro, je pense que ce sera... Non, mais sinon on prend chacun un micro. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a. sinon celui-ci fonctionne. Ouais, mais le problème de ce micro... Ça marche? Ça marche là? Non. Bah, celui-ci fonctionne. Non. Petit problème technique. Donc, les maladies inflammatoires de l'intestin, vous m'entendez là ou... Donc vous restez quand même bien en face de la caméra parce que vous êtes filmé. Ok. Donc, deux entités, la maladie de Crohn, comme j'ai dit, qui peut toucher l'ensemble du tube digestif, notamment l'intestin grêle, le côlon, alors que la rectocolite hémorragique touche seulement le côlon. Et donc, ça atteint entre 200 et 250 000 personnes en France. Donc, ça provoque une inflammation intestinale. Là, c'est des images de coloscopie avec des ulcérations et des symptômes. Donc, une diarrhée, des douleurs abdominales, potentiellement des rectorragies. Et donc, on a des traitements qui sont anti-inflammatoires pour bloquer cette inflammation et qui peuvent potentiellement, certains, moduler l'immunité. Donc, immunosuppresseurs qui permettent donc de diminuer cette inflammation, faire disparaître les symptômes et donc avoir de nouveau, en tout cas faire disparaître les lésions endoscopiques. Donc, quand on parle de risque infectieux, de quoi on parle? Il y a deux notions de risque à prendre en compte. Premièrement, c'est la fréquence. Donc, c'est la question, est-ce que la maladie, est-ce que le traitement augmente la fréquence des infections? Et le deuxième point, c'est la sévérité des infections. Et donc, on sépare les infections en deux types, les infections bénignes, donc, par exemple un rhume. C'est sûr que ça peut quand même être gênant, on peut le prendre en compte si c'est de façon récurrente. Mais en tout cas, on les sépare des infections sévères qui sont consensuellement, en tout cas, décrites dans les études comme des infections qui entraînent une hospitalisation. Et on a un autre grand type d'infections qui sont les infections opportunistes. Donc ça correspond à des agents pathogènes, des bactéries, des champignons, des virus, qui vont entraîner une infection seulement chez des personnes qui sont immunodéprimées, donc avec un système immunitaire qui est diminué. Et ça peut être également des infections qui sont beaucoup plus sévères chez des patients immunodéprimés. Donc maintenant, on a deux déterminants potentiels du risque infectieux. On a d'abord le risque qui peut être lié à la maladie inflammatoire en soi. Et on va le détailler ça après. Et le deuxième point, évidemment, c'est un risque potentiel lié au traitement, notamment immunosuppresseur. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui du risque infectieux dans la polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, il a été montré, maintenant il y a déjà un certain nombre d'années, que la maladie elle-même, donc indépendamment de ses traitements, c'est-à-dire que tout ne revient pas au traitement, la maladie elle-même augmente la fréquence, comme vous pouvez le voir, des infections, même avant les mises sous biomédicaments, et augmente aussi la sévérité des infections, tout ça en moyenne.
Ça ne veut pas dire évidemment que la plupart des malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde vont faire beaucoup d'infections. C'est tout le contraire. La plupart des malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde ne font pas beaucoup d'infections, mais ils en font un peu plus que la population générale qui n'a pas ce type de maladie inflammatoire chronique. Et donc, concernant les MICI, pour la maladie de Crohn, on peut avoir une augmentation du risque d'infection intestinale, notamment quand il y a une inflammation sévère qui évolue depuis longtemps, avec des ulcérations profondes qui peuvent donner des abcès, et également des lésions au niveau de l'anus qui vont donner des abcès anaux. Et le deuxième point, c'est que quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin, on a une dysbiose, donc ça veut dire qu'on a une flore intestinale qui est différente des personnes qui n'ont pas une maladie inflammatoire de l'intestin. Et donc ça, on sait aujourd'hui que ça favorise le risque de certaines infections digestives, et notamment l'infection à Clostridium difficile. Donc maintenant, si on passe à l'impact des traitements. Premièrement, un petit point sur l'inflammation. Qu'est-ce que l'inflammation? Donc l'inflammation, c'est un processus physiologique, donc qui survient de façon normale en cas d'agression par un agent extérieur, notamment un agent pathogène, une bactérie, un virus, un champignon. Et ça va permettre le recrutement local de cellules de l'immunité pour permettre d'éliminer l'agent pathogène. Donc ça favorise la guérison de l'infection. Mais quand on a une maladie inflammatoire chronique, soit articulaire, intestinale, on a un dérèglement de ce processus inflammatoire avec une majoration, une auto-inflammation, en tout cas dirigée vers des agents qui ne sont normalement pas pathogènes. Et donc les traitements qui sont immunosuppresseurs, immunomodulateurs, ils vont évidemment avoir un impact sur la réponse inflammatoire qui est liée à la maladie. Donc diminuer l'inflammation liée à la maladie, permettre de faire disparaître les symptômes, mais également va avoir un impact sur le processus inflammatoire qui est normalement physiologique en cas d'infection. Donc c'est ça ce qui explique le risque théorique en rapport avec une infection quand on est traité par un traitement immunosuppresseur. Donc dans les MICI, premièrement, on a des traitements qui sont non immunosuppresseurs, notamment les 5-aminosalicylés, le pentasa, le filasa. Et donc ça, quand même, la majorité des patients qui ont une rectocolite hémorragique vont rester sous ce type de traitement, et donc il n'y a pas de surrisque d'infection, s'il n'y a pas d'impact sur l'immunité. Après, on a toute la catégorie des traitements qui sont immunosuppresseurs, immunomodulateurs. Le premier point, c'est les corticoïdes, qu'on donne, en tout cas, quand même, on continue à les donner, mais pour des périodes courtes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'une exposition prolongée aux corticoïdes entraîne un surrisque comparé à un traitement anti-TNF. Donc, il existe quand même des situations où on peut donner des corticoïdes de façon prolongée à petite dose, des cas très particuliers. Mais voilà, en général, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon habituelle, de garder des corticoïdes. En plus, au-delà du risque infectieux, il y a plein d'autres effets secondaires potentiels. Et après, si on regarde les traitements type thiopurine, donc Immurel, Purinétol et les anti-TNF, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fait d'avoir une monothérapie Immurel entraîne un risque qui est inférieur à celui de la monothérapie anti-TNF, et le risque le plus élevé est celui de la combothérapie, thiopurine et anti-TNF. Mais il faut toujours, je vais revenir également sur ce point, il faut bien prendre en compte qu'il y a deux aspects dans un risque. En tout cas, quand on veut estimer un risque, il y a le risque relatif. Quand on compare les deux, par exemple, pour ne pas avoir un surrisque entre la combothérapie et la monothérapie TNF qui est de 20%, mais après, il faut regarder ce qu'on appelle le risque absolu. Ça, je vais le montrer après. C'est l'incidence. Parce que si vous avez un surrisque de 20%, mais que vous avez quand même très peu d'événements, vous voyez, si vous avez 10 événements chez gens qui sont sous monothérapie TNF et vous l'augmentez de 20%, ben ça reste très faible. Évidemment, si vous avez 1000 événements et vous l'augmentez de 20%, ben là-dessus, c'est un impact plus important. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et le dernier point, c'est dans aussi de rares situations, on peut être sous 3 traitements immunosuppresseurs. C'est notamment quand on introduit habituellement une monothérapie, en tout cas des anti-TNF, en association avec des thiopurines, et on peut garder des corticoïdes au départ, qu'on poursuit en décroissance pendant 3 mois habituellement. Et donc là, c'est la situation, on est plus à risque d'infection, notamment opportuniste. Et donc ce qui est recommandé, c'est de prévenir certaines infections, notamment la pneumocystose, qui est un champignon, par différents moyens, soit des médicaments, soit on peut faire des aérosols mensuels.
Donc là, je vous ai parlé du risque global. Après, si on rentre dans le détail, donc, comme je vous ai dit, on a des agents pathogènes. Donc, 3 grandes familles, en tout cas 2 familles, on va dire, virus, bactéries. Et après, on a les mycobactéries qui correspondent essentiellement à la tuberculose. Et donc, si on regarde en fonction du type de traitement immunosuppresseur, on va avoir des sensibilités différentes en fonction du type d'agent pathogène. Premièrement, les thiopurines. Le surrisque est essentiellement sur les virus, notamment l'Epstein-Barr virus, qui est le virus de la mononucléose infectieuse. Et donc aujourd'hui, je vais aussi revenir sur ce point après, en tout cas on fait toujours une sérologie EBV avant de débuter un traitement par thiopurine, parce que si on a à peu près 10% des gens de la population générale qui n'ont pas été en contact, donc quand même une très grande majorité des gens ont déjà été en contact avec le BV, même si vous n'avez pas fait une mononucléose infectieuse symptomatique, on peut être en contact. Et donc en tout cas, les gens qui n'ont pas été en contact, qui sont dits séronégatifs, on évite d'introduire ce traitement parce qu'en cas d'infection sous thiopurine, ça peut être une infection très très sévère. Pour les anti-TNF, plutôt une prévalence, un surrisque en rapport avec les bactéries. Et les pneumocoques, c'est une bactérie qui entraîne des infections pulmonaires, une des infections les plus fréquentes. Et après, une sensibilité également pour la tuberculose sous anti-TNF. Donc là, je vous ai parlé avant de chiffres, en tout cas de risque relatif, risque absolu. Et là, c'est ce que j'essaye de vous montrer sur cette diaporama. Donc c'est à partir des données françaises de l'assurance maladie. C'est une étude que nous avons menée. Donc on a des données anonymes en France sur toute la population en fonction des remboursements de soins. Ça veut dire que, par exemple, quand vous allez à la pharmacie chercher une boîte d'Imurel de Pentasa, on a dans une base de données, on sait qu'on a un numéro anonyme qui vous identifie, qui dit, vous avez, voilà, il a pris une boîte, 2 boîtes, et on peut savoir après, si vous êtes hospitalisé malheureusement pour une infection un mois après, on va aussi avoir cette information. Donc on peut chaîner le parcours comme ça des patients. Et donc ça, c'est une grande avancée pour faire de la recherche et pour mieux évaluer les bénéfices et les risques des traitements, parce que ça nous permet d'avoir l'ensemble de la population. Et donc ça permet d'identifier en tout cas des risques, même s'ils sont de faible incidence. Et donc là, c'était à partir de 200 000 patients atteints de MICI, suivis en France entre 2009 et 2014. Et donc là, c'est les chiffres d'incidence. Donc l'incidence, c'est le nombre d'infections pour 10 000 personnes, là ici, c'est comme ça que c'est présenté, traitées pendant 1 an. Donc c'est ce qu'on appelle 10 000 personnes année. Donc la première chose, c'est de voir que là, les gens qui sont non exposés au traitement, on voit qu'on a quand même des infections sévères, donc qui sont des infections qui entraînent une hospitalisation. On a 84 infections pour 10 000 patients année. Les infections opportunistes, c'est beaucoup plus rare. Mais ça peut être plus sévère. Vous voyez qu'on est à 4 pour 10 000 patients année. C'est normal parce que c'est des patients qui ne sont pas censés être immunodéprimés. Et donc si on regarde en fonction des groupes, donc thiopurine monothérapie, anti-TNF monothérapie et l'association anti-TNF thiopurine, on voit que pour les infections sévères, vous voyez, ça, vous comptez, ça c'est 10 patients, on a 105 infections sévères, donc pour 10 000 personnes traitées pendant 1 an. Donc vous voyez que l'incidence est quand même faible. Et on voit que l'anti-TNF, on est un peu plus élevé, et le maximum pour la combothérapie, où on est à 224. Pour les infections opportunistes, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus rare. Et donc là, on a détaillé en tout cas infection virale, infection bactérienne, et vous voyez également que monothérapie de thiopurine va entraîner plus d'infections virales que, en tout cas, que la monothérapie anti-TNF. Donc en tout cas, cette diaporama, c'est pour illustrer le fait que ça reste quand même quelque chose de rare. Par contre, cette étude aussi, ce qu'elle a permis de montrer, c'est que là, c'est des chiffres d'incidence globale. Donc, quel que soit l'âge, le sexe. Mais si on regarde chez les patients plus âgés, notamment les plus de 65 ans, on voit qu'on a un surrisque, en tout cas on a un taux d'infection sévère de 5% par an, sous anti-TNF. Donc on voit que là, ça commence vraiment à devenir non négligeable. Donc c'est quelque chose qu'évidemment, on doit prendre en compte en pratique. Mais bien sûr, il y a des patients qui ont une maladie sévère, et donc on ne peut pas individualiser le risque sans prendre en compte le bénéfice attendu. Donc c'est toujours une balance entre un bénéfice et un risque, mais c'est quelque chose que, évidemment, on doit prendre en compte avant de débuter, de discuter l'introduction de ce type de traitement.
Alors si on revient au rhumatisme inflammatoire chronique et en particulier à la polyarthrite rhumatoïde, on a vu tout à l'heure que la maladie elle-même, que la maladie elle-même augmentait le risque. Mais quand on ajoute certains traitements, ce qu'on est bien obligé de faire, parce que si on ne traite pas la polyarthrite rhumatoïde, en dehors du fait que c'est très douloureux et très invalidant en termes de fonction, bien sûr, comme vous savez, en plus de ça, vont s'ajouter très probablement des déformations et des destructions des articulations. Donc il faut absolument traiter le plus tôt possible la polyarthrite rhumatoïde et donc ajouter des médicaments. Et il se trouve que l'ajout de ces médicaments, en particulier les biomédicaments, encore plus que les traitements de fond conventionnels, vous savez, comme le méthotrexate, eh bien les biomédicaments augmentent encore un petit peu le risque infectieux qui existe déjà lié à la maladie, au moins au début. Au moins au début, c'est-à-dire dans la phase la plus inflammatoire de la maladie. Alors, vous voyez qu'on vous dit que, par exemple, pour 100 patients qui vont être traités pendant une année par un biomédicament c'est par exemple un anti-TNF-alpha, mais c'est aussi d'autres biomédicaments que sont la Batacept ou Orencia, que sont le tocilizumab ou Roactemra, que sont, etc., le Maptera. Donc il y a plusieurs familles de biomédicaments. Les anti-TNF sont les premiers arrivés, c'est la plus grande classe, mais il y en a d'autres à côté. Ils augmentent tous le risque de façon à peu près équivalente, avec des petites nuances sur lesquelles on va revenir. Donc on reprend nos 100 patients qui sont traités pendant un an par un de ces biomédicaments. Eh bien on voit qu'on va avoir, suivant les études, entre 2 et 6 de ces 100 patients, plutôt 3 et 6 de ces 100 patients, qui vont connaître une infection sévère. C'est-à-dire une infection qui va nécessiter un traitement à l'hôpital pendant au moins quelques jours, par exemple. Alors, il faut un ordre de grandeur, parce que des infections sévères, n'importe qui peut en faire, même sans polyarthrite et même sans biomédicaments. Donc, pour avoir un point de comparaison, on prend par exemple la population de polyarthrite, qui est traitée par méthotrexate seul, et qui n'a pas besoin d'ajouter un biomédicament. Et vous voyez, ce qu'on vous montre ici, c'est que, eh bien, là, sur les 100 patients qui vont être traités pendant un an, il va y avoir environ 1,8 ou 2 patients qui vont faire une infection sévère. Donc, vous voyez, moitié moins à peu près de patients. Donc, ça augmente le risque, les biomédicaments, ça augmente encore un petit peu le risque qui est lié déjà à la maladie. Au moins au début, là où on est le plus fragile, parce qu'on a à la fois l'inflammation de la maladie, avant que la maladie soit contrôlée, et le médicament qui s'ajoute. Quand on est dans une phase beaucoup plus calme à distance, que la maladie est complètement calmée, qu'on n'a plus que le biomédicament, enfin qu'on n'a plus que le traitement, probablement que le risque infectieux est bien moins important à ce moment-là, mais il ne faut jamais de toute façon l'oublier ou le négliger. Alors, je vous ai dit, ils sont tous équivalents en termes d'augmentation du risque. Il y a des petites nuances. Il a été montré dans plusieurs données de la littérature que l'étanercept, un des anti-TNF-alpha, augmente probablement un tout petit peu moins le risque infectieux, de même qu'une autre classe de biomédicaments qui est représentée pour l'instant uniquement par la Batacept, qui est l'Orencia. Là aussi, une petite diminution du risque infectieux par rapport aux autres, ou du moins un peu moins grande augmentation du risque. Mais enfin, en pratique courante, on n'en tient pas vraiment compte. Pour vous, patients, quel que soit l'anti-TNF ou le biomédicament que vous avez, il faut considérer qu'il y a un petit risque d'augmentation des événements infectieux sévères. Alors, on a parlé tout à l'heure des infections opportunistes. Il y a la possibilité, ce qui est un mécanisme proche des infections opportunistes, quand on n'a pas un système immunitaire très actif, eh bien, ce que le système immunitaire était en train de bien contrôler à ce moment-là, parce qu'on a dans son corps tout un tas d'agents infectieux qui sont contrôlés par notre système immunitaire. Et on peut avoir rencontré un jour le bacille de la tuberculose et l'avoir quelque part dans le corps, bien contrôlé par le système immunitaire, et ça ne donne pas de maladie. Et nous sommes assez nombreux à avoir comme ça rencontré le bacille de corps, le bacille tuberculeux, un jour, et l'avoir quelque part enfoui dans l'organisme. Le problème avec certains de ces médicaments, les biomédicaments, est qu'ils peuvent diminuer le système immunitaire sur certaines parties de l'immunité qui s'attaquent justement, qui contrôlent ce bacille, et donc le bacille va se réveiller et va se mettre en route et donner une véritable maladie tuberculeuse sous traitement. Et c'est pour ça qu'avant la mise sous ces biomédicaments, que ce soit dans les MICI, que ce soit dans les rhumatismes inflammatoires, il y a un dépistage systématique de ce qu'on appelle la tuberculose latente, avec une prise de sang qui regarde si vos globules ont déjà été en contact avec le bacille, s'ils réagissent, et puis une radio de thorax pour voir si par hasard vous avez des séquelles d'un premier contact. Et à ce moment-là, ce n'est pas très compliqué, on vous donne un traitement antibiotique pendant 3 mois, qui vous débarrasse du bacille qui dort quelque part pour qu'on puisse ensuite vous traiter de façon sereine.
Alors là aussi, parmi les anti-TNF, l'étanercept a montré un risque de réactivation d'une tuberculose latente un tout petit peu moins élevé, un peu moins élevé qu'avec les autres anti-TNF. Mais ce n'est pas un argument de choix majeur. Et puis, on a vu que certains médicaments pouvaient cibler plus ou fragiliser plus vis-à-vis des bactéries ou vis-à-vis des champignons ou vis-à-vis des virus. Et donc, une nouvelle classe de médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde dont on dispose en France depuis 1 an et quelques, qu'on appelle les anti-JAK, ou les JAK inhibiteurs, les JAK inhibiteurs, eh bien, ces médicaments qui se donnent par voie orale, qui sont aussi puissants que les biomédicaments, donc ce n'est pas parce qu'ils sont en comprimé qu'il faut les banaliser. Vis-à-vis du risque infectieux, on a le même type de risque infectieux, avec une petite spécificité, c'est-à-dire qu'ils augmentent un petit peu plus le risque de réactivation de certains virus, et en particulier quand on a fait la varicelle, vous savez qu'un jour, on peut réveiller ce virus qui dort dans le corps et faire un zona. Et donc là, on augmente un petit peu le risque de faire un zona sous ce type de médicament. Ce n'est pas dramatique, il faut le savoir, de manière à arrêter vite son traitement. Il faut avoir été informé. Dès qu'on voit des petites choses qui peuvent ressembler à un zona, vite on arrête son traitement. Et on traite le virus avec les antiviraux tout à fait adaptés à cette situation. Mais encore une fois, l'information est importante parce que si on néglige et qu'on laisse courir le zona comme ça pendant un certain temps en continuant à prendre son traitement tous les jours, ça peut être un zona de plus en plus extensif qui, au lieu de faire une bande, il fait plusieurs bandes ou touche d'autres endroits. Alors, le rôle du traitement, on a parlé des biomédicaments, on a parlé du méthotrexate type traitement de fond, mais il faut revenir quand même sur la cortisone. Vous savez que normalement, il y a très peu de place pour la cortisone dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans la spondyloarthrite, il n'y a pas de place. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il n'y a normalement pas de place, même si de temps en temps, on est quand même obligé de faire des petits passages de cortisone pour passer un cap, comme on dit, mais le moins possible, du fait des effets secondaires importants liés à la cortisone. Et entre autres effets secondaires, il faut, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, toujours se rappeler, quand vous avez peur des biomédicaments, pour certains d'entre vous, en disant « oui, ça peut donner des infections, etc. » Oui, chez quelques malades, ça peut donner des infections, on l'a vu. Mais posez-vous toujours la question, si vous êtes sous cortisone, parce qu'en général, quand on discute de ça, c'est que vous avez la cortisone, et qu'on dit « c'est pas bien, il faut faire mieux, il faut enlever la cortisone, il faut mettre le biomédicament ». Posez-vous la question de savoir si vous n'avez pas le même risque avec la cortisone. Eh bien, si. Et il est peut-être même plus important en fonction de la dose que vous avez. Certains prennent des doses qui, indiscutablement, augmentent très nettement le risque d'avoir des infections. N'oublions pas que même à petite dose, ne banalisons pas 5 mg de prednisone, même à petite dose, ça a été montré, il y a déjà une petite augmentation du risque. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose qu'à 20 mg, on est bien d'accord. Mais même 5 mg, ce n'est pas complètement innocent. Alors, ça, je vous ai parlé surtout beaucoup de la polyarthrite rhumatoïde, mais est-ce que c'est la même chose dans les autres rhumatismes inflammatoires, en particulier dans la famille de la spondyloarthrite ou de la spondylarthrite ankylosante? Eh bien, cette augmentation du risque liée à la maladie que l'on connaît bien dans la polyarthrite rhumatoïde, je vous en ai parlé, il n'a pas été montré formellement aujourd'hui dans la spondyloarthrite ou dans la spondylarthrite ankylosante. On n'est pas sûr que la maladie elle-même augmente le risque infectieux. Est-ce que c'est donc la maladie qui fait que elle n'augmente pas le risque infectieux, ou pas suffisamment souvent pour qu'on le repère, ou est-ce que c'est le fait que ça ne touche pas les mêmes patients? Donc vous savez que globalement, les spondyloarthritiques débutent beaucoup plus jeunes, en moyenne 20 ans plus tôt, ou 15 ans ou 20 ans plus tôt que les polyarthrites rhumatoïdes, donc ce n'est pas la même population, c'est une population qui est globalement beaucoup plus jeune, qui ne reçoit pas de corticoïdes en général, parce que ça ne marche pas, les corticoïdes dans la spondyloarthrite, alors que ça soulage bien dans la polyarthrite rhumatoïde, qui en général n'a pas d'autres traitements de fond, parce que tout ce qui est méthotrexate, etc., ça ne marche pas bien ou pas souvent dans la spondyloarthrite, donc il n'y a pas tous ces risques accumulés, si vous voulez, qu'on retrouve dans la polyarthrite rhumatoïde. Et puis, ce sont des patients qui, par le fait qu'ils sont plus jeunes, ont moins de comorbidité, comme on dit, c'est-à-dire ils ont moins de maladies ajoutées à côté avec les traitements qui vont avec, tout ça étant un ensemble qui fragilise un petit peu plus, bien entendu. Et lorsque l'on regarde les biomédicaments dans la situation de la spondyloarthrite, eh bien, il n'a jamais été vraiment prouvé qu'il y avait une véritable augmentation du risque infectieux, comme on vient de vous le dire, dans les MICI, comme je vous l'ai dit, dans les polyarthrites rhumatoïdes. Ce n'est pas complètement prouvé, néanmoins, la bonne règle, c'est la bonne prudence, et de se dire, même si ce n'est pas absolument prouvé, il faut décliner les mêmes règles de prudence, de prévention et d'éducation chez les spondyloarthritiques que dans la polyarthrite rhumatoïde, parce que même s'il y a peut-être un peu moins de patients qui encourent un petit risque, ceux-là, ça serait trop bête qu'ils aient une infection grave, mal gérée, mal traitée, tout simplement parce qu'on ne les a pas éduqués ou informés.
c'est quand même pas très compliqué, ça coûte pas très cher, coûte un peu, mais comme tout, mais en tout cas, c'est forcément efficace et très rentable. Alors, la situation particulière du rhumatisme psoriasique, là je ne m'étendrai pas parce qu'on a moins de données dédiées à ce rhumatisme-là pour savoir si lui-même entraîne une augmentation du risque. On peut considérer que c'est très probable qu'il se passe quand même une certaine fragilisation liée au rhumatisme psoriasique quand il est vraiment polyarticulaire, qui touche plusieurs articulations. Donc, on a vu que les acteurs de la fragilisation qui augmentent le risque infectieux sont la maladie elle-même, les médicaments de la maladie, et puis les maladies associées. Parce que ce n'est pas, malheureusement, parce qu'on a une polyarthrite qu'on est protégé d'avoir autre chose. Et donc, on peut avoir une pneumopathie, une maladie des poumons chronique, qui peut être liée d'ailleurs à la polyarthrite, mais qui peut être complètement indépendante. Ou si on a été gros fumeur. Ça augmente très nettement le risque infectieux. Encore, en plus. L'insuffisance rénale, si on a une fonction rénale qui n'est pas très bonne, eh bien ça augmente encore le risque infectieux. Une autre comorbidité, le foie un peu malade, etc., tout ça, ça augmente encore un petit peu le risque infectieux. Et les associations, les polycomorbidités, c'est-à-dire quand on a un patient qui a un âge un petit peu avancé, qui en plus de ça a un rein qui ne marche pas très bien, qui est hypertendu, qui a un tout petit peu de diabète, etc., etc., à chaque fois, on augmente un peu le risque infectieux. Donc dans notre prise de décision, comme disait mon collègue, c'est-à-dire cette balance bénéfice-risque, elle est quand même très individuelle. C'est-à-dire que chez un patient de 25 ans en pleine forme qui n'a pas d'autres maladies, on va considérer que l'augmentation du risque infectieux est statistiquement faible, elle existe mais elle est faible, que par contre chez l'autre personne que je vous ai décrite juste avant qui cumule les facteurs de risque, le risque infectieux est nettement plus élevé. Et donc il faut voir quel bénéfice il y a derrière et bien peser ça et bien discuter de tout ça avec vous et on prend la décision ensemble, la décision médicale partagée, c'est vous avez tout compris, on vous a expliqué et après on y va ou on n'y va pas, en fonction de la situation et de ce que vous risquez de l'autre côté si on ne vous traite pas. Et puis l'âge est un facteur et ça a déjà été souligné par mon collègue, donc je n'y reviens pas. On a détaillé le risque infectieux. Et donc, comment on peut prévenir ce risque? Donc là, je vous remets les différents agents pathogènes. Donc, la première chose, c'est qu'on doit faire un bilan pré-immunosuppresseur, qui a déjà également été un peu détaillé par mon collègue, avant de débuter un traitement immunosuppresseur. Donc ça, c'est un intérêt pour les virus, et notamment également pour la tuberculose. On en a déjà discuté. Donc on a une petite fiche de rappel pour nous, gastro-entérologues, qui a été faite par une de nos sociétés savantes, le GTED, pour se rappeler ce qu'on doit faire avant de débuter un traitement anti-TNF. Et on peut également, en tout cas, faire la même chose pour les thiopurines. Première chose, évidemment, s'il y a une infection évolutive, on attend que l'infection soit guérie. Et ça, on peut attendre, c'est assez rapide, c'est 48-72 heures. Après une prise d'antibiotiques adaptée, on peut débuter le traitement. Évidemment, s'il y a des lésions de type abcès en rapport avec la maladie abdominale périnéale, là on sait que les traitements immunosuppresseurs, ils risquent d'aggraver la situation si l'abcès est non contrôlé. Donc ça, c'est des situations, on est embêté, on est obligé de donner parfois de la nutrition entérale, voire même par les veines, avant de pouvoir débuter un traitement. La tuberculose, on en a déjà discuté. Donc on fait un test, que ce soit au niveau de la prise de sang ou ce qu'on appelle une intradermoréaction à la tuberculine, une petite piqûre sous la peau pour voir justement si vous avez déjà été en contact. Et en fonction, on peut discuter de vous donner un traitement contre la tuberculose, en tout cas, pendant 3 mois. Et on attend 3 semaines avant de débuter le traitement anti-TNF. On fait également d'autres sérologies, VIH, hépatite B. Et donc, hépatite C également recommandée. CMV, donc cytomégalovirus, qui est également un virus. On le recherche, en tout cas, surtout sur les formes sévères de colite. On peut avoir une réactivation de la maladie. Et comme je vous l'ai déjà détaillé, le BV, on va faire une sérologie. Et chez les patients qui sont dits séronégatifs, donc qui n'ont pas été en contact, on va éviter de leur donner des thiopurines. Donc pour les bactéries, et notamment le pneumocoque, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce risque? Donc il y a les vaccins. Les vaccins, donc le pneumocoque, c'est un vaccin qui est recommandé, qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandé quand on est notamment sous anti-TNF. Et donc on fait le vaccin, il y a un rappel 2 mois à 1 an après, et après c'est tous les 5 ans quand on est sous traitement. Après, on a déjà discuté de la varicelle, le zona, et donc les anti-JAK
vont également arriver très rapidement dans les Mickey, avec normalement à la fin de l'année pour la rectocolite hémorragique. Et la grippe également, c'est recommandé, mais c'est non obligatoire pour le vaccin. Après, l'autre situation particulière, c'est les voyages en zone tropicale. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des mesures d'hygiène assez simples, hein. C'est déjà évidemment se laver les mains, c'est manger des plats qui sont chauds et en tout cas qui n'ont pas été cuisinés froids. Ça, c'est les mesures principales. Il n'y a pas d'antibiotiques à prendre de façon systématique, ça c'est sûr. Et après, on peut prendre des ralentisseurs du transit, le racécadotril, le Turfan, en cas de diarrhée. L'autre point également particulier, c'est les vaccins vivants atténués. Il y a deux grandes familles de vaccins. Il y a les vaccins inactivés et les vaccins vivants atténués, notamment la fièvre jaune. Donc ça, c'est des vaccins qui sont contre-indiqués quand on est sous immunosuppresseur. Parce qu'en fait, on peut faire une infection en rapport avec le vaccin. Ce qui est recommandé, c'est que ça doit être fait au moins 3 semaines avant l'introduction du traitement et au moins 3 mois après l'arrêt. Donc c'est vrai que la fièvre jaune, c'est un vaccin qui est quand même obligatoire quand on veut voyager, en tout cas dans certaines parties du monde. Donc c'est vrai que ça peut amener des situations où on discute en tout cas de le donner, mais il faut le savoir. Donc en conclusion, premièrement, on vous l'a dit, le risque est augmenté en cas de traitement immunosuppresseur, que ce soit pour un rhumatisme inflammatoire ou une Mickey, mais il faut toujours prendre en compte l'incidence qui varie en fonction des comorbidités, de l'âge, comme l'a bien détaillé mon collègue, et le bénéfice attendu du traitement. Donc les choses qu'on discute avec vous avant de débuter le traitement. L'incidence est faible globalement, mais une vigilance chez les personnes âgées qu'il faut avoir. L'intérêt du bilan pré-immunosuppresseur qui est systématique et des vaccins qui sont recommandés, notamment pour le pneumocoque. Voilà, on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel, en fait, hein, comme information, parce que même si ça fait un petit peu peur, en fait, il vaut mieux savoir tout ça, parce que c'est aussi une façon de prévenir que d'être informé. Est-ce que, moi j'ai une question, en pratique, quand on est un patient, qu'on est chez soi et qu'on a, je sais pas, un début de grippe, par exemple, ou une fièvre, est-ce qu'on peut penser que c'est un risque infectieux lié à son traitement ? Ça dépend des symptômes. C'est sûr qu'on a distingué les infections bénignes et les infections sévères. Je pense que l'important, c'est évidemment, si on a de la fièvre, c'est de contacter son médecin pour justement discuter avec lui déjà par téléphone des symptômes qu'on a. Et voilà, potentiellement, on va faire une prise de sang, on va discuter d'arrêter les traitements pendant une courte période. En tout cas, voilà, c'est des mesures. Mais c'est important de tout de suite contacter son médecin pour savoir quelles sont les bonnes mesures à suivre, en tout cas. Oui, de toute façon, une règle, parce qu'on sait que ça, c'est ce qu'on dit toujours, mais que dans la vraie vie, vous savez tous que c'est souvent un peu plus compliqué que ça. Son médecin, il ne peut pas, ou il n'est pas là, ou on ne peut pas l'avoir au téléphone, ou c'est dans le week-end du 15 août, etc., etc. Donc déjà, si c'est le jour où vous vous levez et que vous avez 39 et que vous avez mal partout, si c'est le jour où vous devez faire la piqûre, vous ne faites pas la piqûre. Et vous suspendez jusqu'à ce que vous ayez pu avoir un avis médical qui vous dit c'est rien, allez-y, ou au contraire, stop, on traite d'abord cette affaire-là et vous reprenez votre traitement après.